visionnage. 3D. Nous commencerons par le pont des embarcations, puis nous parcourrons le navire pont par pont. Ce que je préfère, c'est la cale du navire, où se trouvent les moteurs qui alimentent cet énorme vaisseau. On va faire un tour complet, et j'espère vous faire découvrir de nouvelles choses sur le Titanic. La plupart des gens connaissent aujourd'hui l'histoire du Titanic, mais juste au cas où, reprenons les bases. Le Titanic a été construit à Belfast, en Irlande, à partir de 1909. 3 ans plus tard, le navire est terminé et prêt pour son voyage inaugural, c'est-à-dire sa première traversée de l'océan. La plupart des passagers sont partis de Southampton en Angleterre. Il a ensuite pris quelques passagers supplémentaires en France, puis en Irlande. Enfin, il a traversé l'océan pour nous rendre à New York. Mais bien sûr, le Titanic n'est jamais arrivé à destination. 4 jours après le début de son voyage, il heurte un iceberg au milieu de l'océan. Il ne faut que 2h30 pour que le navire coule. Il n'y avait assez de canaux de sauvetage que pour la moitié des gens. Mais ces canaux de sauvetage n'ont pas été remplis complètement. Malheureusement, seules quelques 700 personnes ont survécu. Aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, ce navire reste le plus célèbre de l'histoire. Le Titanic était considéré comme un paquebot de classe olympique. Il y en avait 3, parfois appelés navires jumeaux. Le Titanic a coulé à cause d'un iceberg. Puis le Britannic a coulé après avoir heurté une mine pendant la Première Guerre mondiale. L'Olympique, quant à lui, a eu une carrière plutôt réussie pendant environ 24 ans. Les 3 navires jumeaux étaient presque identiques. Seuls quelques détails ont été modifiés à l'intérieur. Lorsque le Titanic a été construit, c'était le plus grand navire de 269 mètres de long. Mais pour mettre les choses en perspective, voici une comparaison avec le plus grand navire de croisière au monde aujourd'hui. Le nom complet est le RMS Titanic, et RMS est l'abréviation de Royal Mail Ship. Et en fait, oui, le Titanic transportait beaucoup de courriers à bord. Je vous montrerai où un peu plus tard. Examinons quelques détails de l'extérieur du navire. L'avant du navire est appelé la proue. L'arrière du navire est appelé la poupe. Ensuite, au lieu d'utiliser la gauche et la droite, ils utilisent bâbord et tribord. Ce sont des termes génériques de navigation qui sont encore utilisés aujourd'hui, et pas seulement pour le Titanic. Sur le navire, nous avons 4 cheminées. Le charbon est brûlé en bas et la fumée remonte par les cheminées. Seules 3 des cheminées sont utilisées, la 4e a été ajoutée principalement pour des raisons esthétiques. Les constructeurs ont pensé qu'il semblerait plus puissant s'il en avait une 4e. Mais cette 4e cheminée est toujours utile pour la ventilation en bas. Ces 2 grands poteaux constituent ce que l'on appelle le mât. Ils servaient de support aux antennes radio et permettaient également de porter les drapeaux. Vers l'avant du navire, vous pouvez voir le nid de pie, c'est là que la vigie a repéré l'iceberg mais un peu tard. La zone située à l'avant s'appelle le gaillard d'avant. Vous pouvez voir les chaînes massives qui s'attachent aux ancres tout à l'avant. En allant vers l'arrière du navire, cette zone s'appelle le gaillard arrière. En anglais, c'est le poop deck, et non, ça n'a rien à voir avec les fonctions corporelles. Ça vient du latin poopis qui signifie poupe du navire. Voilà donc le poop deck ou gaillard arrière. C'est ainsi qu'il l'appelait. Cette partie surélevée est appelée la passerelle d'accostage. L'équipage s'en servait pour guider le navire dans le port. Le Titanic disposait également de plusieurs grues de chargement électrique pour faciliter le chargement et le déchargement sur les quais. Il y a également plus de grues à l'avant du navire. Le Titanic avait 3 grosses hélices sous l'eau. À titre de comparaison, voici la taille d'une personne. Les hélices sont actionnées par les énormes moteurs du navire. Nous verrons comment ils fonctionnent plus loin dans la vidéo. C'est le gouvernail qui permet de diriger le navire. Le navire a été conçu et construit il y a plus de 100 ans, donc pas d'ordinateur ni de logiciel de conception en 3D. Tout cela a été conçu à la main. Pour moi, cela témoigne d'une ingénierie et d'un savoir-faire incroyable. Le Titanic avait 10 ponts à l'intérieur. Le pont supérieur est appelé pont des embarcations. En dessous, les ponts sont identifiés par les lettres A à G, mais chacun de ces ponts porte également un autre nom, comme le pont A ou le pont promenade, le pont B ou le pont passerelle, et ainsi de suite. Ensuite, pour les 2 derniers, nous avons le pont Orlope et le pont des ballastes. Cette zone présente de nombreux moteurs et machines du navire. Les passagers ne sont pas autorisés à descendre ici.
Voyons cela d'un autre point de vue. Coupons le navire en deux et voyons ce que cela donne. Quelques points à souligner. Les 3 premières cheminées, vous voyez comment elles sont reliées en bas aux chaudières. Elles prennent la fumée et lui donnent un endroit où aller. Dans ce cas, comme nous l'avons vu précédemment, cette 4e cheminée n'est pas vraiment nécessaire, mais elle permettait une certaine ventilation des ponts inférieurs. Les passagers de première classe disposaient de 2 séries d'escaliers, un grand escalier à l'avant et un grand escalier à l'arrière. Le grand escalier avant descendait jusqu'au pont E. Juste en face se trouvent les 3 ascenseurs. Ensuite, nous avons le grand escalier arrière ici, qui ne descend pas aussi bas mais seulement jusqu'au pont C. Ici, nous avons les escaliers pour les passagers de 2e classe, puis l'escalier pour les passagers de 3e classe à l'arrière du navire. Tout cela se passait à proximité de l'appareil à gouverner. C'est pourquoi la 3e classe était parfois appelée passager d'entrepont. Les cabines pour les passagers de 3e classe se trouvent donc ici, vers les ponts inférieurs. Et c'est là que se trouvent les passagers de 2e classe. Les passagers de 1re classe sont logés sur les ponts les plus élevés et jouissent d'une vue imprenable. J'espère que cela vous donne une idée de l'agencement du navire. Passons maintenant en revue chaque pont, en commençant par le pont des embarcations. Il doit son nom au fait que c'est sur ce pont que les canots de sauvetage étaient entreposés. Ils avaient divisé l'espace du pont en plusieurs zones différentes. Pour un passager de 2e classe, la vue sur l'océan est bloquée par ces canaux de sauvetage. Pour les passagers de 1re classe, la majeure partie du pont n'est pas équipée de canaux de sauvetage. Les constructeurs voulaient s'assurer que les passagers de 1re classe aient la meilleure vue possible. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Titanic n'avait pas assez de canaux de sauvetage. Le navire disposait donc de 20 canaux de sauvetage au total, soit une capacité suffisante pour la moitié des personnes à bord. À l'époque, on pensait que le Titanic était insubmersible. En cas d'accident, ces canaux de sauvetage ne seraient nécessaires que pour transporter les passagers et l'équipage jusqu'à un navire de sauvetage. Comme nous le savons tous, c'était une très mauvaise idée de ne pas avoir suffisamment de canaux de sauvetage. Chaque canot de sauvetage est suspendu à ce que l'on appelle un bossoir. Lorsque le moment est venu de mettre le canot de sauvetage à l'eau, le bossoir est déployé, l'embarcation est remplie de passagers, puis elle est mise à l'eau. La passerelle se trouve à l'avant du bateau. Il s'agit du centre de contrôle du navire. Cette zone est la timonerie qui est un bon endroit pour se réchauffer lors d'une nuit froide. 2 roues permettent de contrôler le gouvernail du navire. Et voici le télégraphe de commande de moteur. Il les utilise pour communiquer directement avec la salle des machines. L'officier de pont tourne la manette à la vitesse souhaitée, puis le mécanicien tourne la manette pour confirmer qu'il a bien reçu l'ordre. Derrière cette zone se trouve l'endroit où certains membres de l'équipage dormaient afin d'être à proximité de la passerelle. Ça, ce sont les quartiers du capitaine, une partie des quartiers des officiers et un fumoir pour les officiers. Voici la salle radio Marconi. C'est là qu'ils utilisaient le code Morse pour communiquer avec les autres navires de la zone. Voici quelques chambres de passagers de 1re classe. Voici le fameux grand escalier. Il est doté de lucarnes qui laissent entrer la lumière naturelle pendant la journée. Voici le gymnase avec divers équipements pour faire de l'exercice. Voici le mess des officiers et le fumoir des mécaniciens. Tout au fond se trouve l'entrée de la 2e classe qui mène en bas. Voici donc le pont des embarcations, le pont supérieur du Titanic. En dessous se trouve le pont A, également appelé pont promenade. De nombreux espaces couverts permettent de se promener autour du navire avec une vue imprenable sur l'océan. Il y a des cabines de 1re classe tout à l'avant, des toilettes pour dames ici et des toilettes pour messieurs ici, le grand escalier et bien sûr des sorties pour aller sur la promenade. Voici la salle de lecture et d'écriture de 1re classe, le salon de 1re classe, le grand escalier arrière, 2 autres salles de 1re classe, puis le fumoir de 1re classe. C'est là que les hommes se réunissaient après le dîner. Le dernier est le Véranda Café et Palm Court qui servait des rafraîchissements aux passagers de 1re classe. Voici le pont B, également appelé pont passerelle.
Vers l'avant du navire, nous avons le gaillard d'avant. Nous l'avons vu plus haut dans la vidéo. Et voici la section centrale. La plupart de ces locaux sont occupés par des salles de première classe. L'accès aux toilettes des hommes et des femmes est aisé. Certaines chambres de première classe disposent même de leur propre salle de bain. Voici les suites salons, chacune disposant d'une promenade privée. C'était le top du top sur le Titanic. Voici l'entrée d'embarquement de la première classe. Au quai, c'est là que les passagers de première classe montent à bord du navire. Voici les ascenseurs et les grands escaliers avant et arrière. Voici la cuisine, le garde-manger et les zones de préparation des repas, le restaurant à la carte et le café parisien. Il s'agissait d'options de restauration de luxe pour la première classe. Cette zone arrière est réservée aux passagers de deuxième classe. Ici, des escaliers, puis le fumoir de deuxième classe. Au sein du pont B, il y a le gaillard arrière tout à l'arrière. Il était utilisé comme promenade de troisième classe. Donc nous avons la promenade de première classe, la promenade de deuxième classe et la promenade de troisième classe. De cette façon, tout le monde avait accès au pont supérieur. Bon, le pont C, également connu sous le nom de pont abri. Il s'agit du pont le plus élevé qui s'étend de l'avant du navire jusqu'à l'arrière. En commençant par l'avant, nous avons quelques zones où certains membres de l'équipage prenaient leur repas. Ensuite, le pont ouvert ici qu'on appelle le pont du puits. La majeure partie de l'espace est occupée par des chambres de première classe. Les toilettes sont ici, il y a même un salon de coiffure. Voici le salon des femmes de chambre et des valets. C'est là que les serviteurs des passagers de première classe mangeaient. L'escalier de deuxième classe est ici et la bibliothèque de deuxième classe est ici. Il y a ensuite l'autre pont du puits, le fumoir de troisième classe, la salle générale de troisième classe et les escaliers de troisième classe qui mènent au pont inférieur. Tout à l'arrière, on trouve l'appareil à gouverner et les deux moteurs de gouverne. Ces moteurs servaient à déplacer l'engrenage qui faisait ensuite tourner le gouvernail du navire situé juste en dessous. Les moteurs de direction sont contrôlés par les roues que nous avons vues plus tôt sur le pont. À l'occasion, ils peuvent également utiliser une troisième roue sur la passerelle d'accostage située au-dessus. C'était donc le pont C. Passons maintenant au pont D, également connu sous le nom de pont des salons. À l'avant, vous avez les chambres des chauffeurs. Ces hommes travaillaient sur les chaudières situées tout en bas du navire. Voici l'escalier des chauffeurs. Il va jusqu'à la cale du navire. La promenade couverte de troisième classe, avec beaucoup d'espace pour marcher, d'autres chambres de première classe, une autre entrée de première classe sur le navire, la salle de réception de première classe et la salle à manger de première classe. On y servait des repas raffinés. C'est dans cette zone qu'une grande partie de la nourriture était stockée et préparée. Voici l'hôpital avec quelques chambres pour les malades, une salle à manger de deuxième classe, des chambres de deuxième classe et des chambres de troisième classe à l'arrière. Passons maintenant au pont E, également connu sous le nom de pont supérieur. Il y avait encore beaucoup plus de chambres pour les membres de l'équipage, notamment les mécaniciens, les cuisiniers, les stewards, les serveurs, les marins et les régleurs. Voici ce qu'on appelait la ruelle de l'équipage, ou encore la route de l'Écosse. C'était en quelque sorte le couloir principal que les membres de l'équipage pouvaient emprunter. Voici l'entrée du navire en troisième classe, les chambres de troisième classe et les toilettes de troisième classe. Encore des chambres de première classe de ce côté du navire. Le pont E était le pont le plus bas où l'on pouvait emprunter le grand escalier et les ascenseurs. Les chambres de deuxième classe sont ici, et les chambres de troisième classe sont ici. Remarquez que ce pont est suffisamment bas pour que l'on commence à voir les moteurs du navire. Voici le pont F, également appelé pont moyen. D'autres membres de l'équipage dorment à l'avant ici. Voici les salles de troisième classe, la piscine. Le Titanic a été l'un des premiers paquebots à offrir une piscine. Voici le bain turc qui offrait des services de bain de luxe aux passagers de première classe. Salle à manger de troisième classe, garde-manger de troisième classe, cuisine et autres zones de préparation de la nourriture, plus de chambres pour les membres de l'équipage, chambre de deuxième classe ici,
et chambre de 3e classe ici. Voici le pont G, également appelé pont inférieur. C'est le dernier pont au-dessus de la ligne de flottaison et le dernier pont à disposer de chambres pour les passagers et l'équipage. Voici des chambres pour les membres d'équipage, quelques chambres de 3e classe, un bureau de poste, des bagages de 1re classe, et voici le terrain de squash. C'est un jeu similaire au racquetball. Nous commençons à voir les machines du navire. Je vous expliquerai cela une fois que nous serons descendus à la cale. Les salons, les restaurants et les cafés y stockaient des denrées alimentaires telles que des fruits, des légumes, de la viande, de la farine et du lait. Tout à l'arrière, il y a plus de place pour les passagers de 3e classe. Voici le pont Orlop. Remarquez qu'il n'y a de l'espace sur le pont qu'à l'avant et à l'arrière du navire. Beaucoup d'espace pour stocker des marchandises à l'avant. Les bagages de 1re et 2e classe sont ici et la salle du courrier est ici. Ici aussi, il y a plus d'espace pour les machines et les moteurs. Les cargaisons réfrigérées et d'autres denrées alimentaires sont à l'arrière. Et un petit espace ici pour une cargaison encore plus importante. Beaucoup de cargaisons. Voici le pont des ballastes, le niveau le plus bas du Titanic. À l'avant du navire se trouvent des manèges pour les enfants. Je plaisante, il y a encore des cargaisons ici. L'espace idéal pour ce genre de choses. L'escalier des chauffeurs mène jusqu'ici. Voici le passage des chauffeurs, il permettait un accès direct aux chaufferies. C'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Les chaudières qui brûlent du charbon pour produire de la vapeur pour les moteurs du navire. Le Titanic possède 6 chaufferies, soit la chaufferie 1, la chaufferie 2, puis les chaufferies 3, 4, 5 et 6, soit 29 chaudières au total. La chaufferie 1 est équipée de 5 chaudières à simple effet. Cela signifie qu'on ne peut mettre du charbon que d'un seul côté de la chaudière. Les chaufferies 2 à 6 sont équipées de chaudières à double effet, de sorte que le charbon peut être introduit des deux côtés de la chaudière. Des soutes à charbon sont placées entre chaque chaufferie. Elles étaient remplies de charbon avant de partir en voyage. Le travail dans les chaufferies était très difficile, il faisait chaud et humide et le travail était extrêmement fatigant. Les chauffeurs étaient les membres de l'équipage chargés d'alimenter ces chaudières en charbon. Jetons un coup d'œil à l'intérieur de l'une de ces chaudières. Le charbon entre par là et le feu chauffe l'eau, ce qui génère de la vapeur. Cela produit également de la fumée qui passe par les tubes de fumée, puis par les prises d'échappement de la chaudière, et qui est ensuite acheminée vers l'une des 3 premières cheminées. La vapeur produite circulera dans les tuyaux vers l'arrière du navire. Il faut jusqu'à 24 heures pour commencer à produire de la vapeur. Ils doivent donc commencer à se préparer bien avant que le navire ne quitte le port. Cette vapeur arrive jusqu'à la salle des machines. À l'intérieur de cette salle se trouvent 2 machines à vapeur à mouvement alternatif. Ces moteurs étaient hauts de 3 étages. Même pour aujourd'hui, c'est énorme. Chaque moteur comporte 4 cylindres. À l'intérieur de chaque cylindre se trouve un piston. La vapeur entre et pousse le piston vers le haut, puis vers le bas. Cela se produit indéfiniment. Les 4 cylindres travaillent ensemble pour faire tourner l'arbre en bas. Chaque arbre passe par l'arrière du navire et se connecte aux hélices. N'oubliez pas qu'il y a une 3e pale d'hélice au milieu, mais celle-ci est propulsée par un autre moteur. La vapeur résiduelle des moteurs alternatifs est acheminée vers la salle suivante où se trouve le moteur à turbine à basse pression. La vapeur est utilisée pour faire tourner l'arbre central, qui fait ensuite tourner la 3e pale de l'hélice à l'arrière. Les pales de l'hélice extérieure sont donc propulsées par les moteurs à vapeur à mouvement alternatif et l'hélice centrale est propulsée par le moteur à turbine à basse pression. La vapeur résiduelle du moteur à turbine est acheminée vers les condenseurs. La vapeur est ensuite transformée en eau, qui peut ensuite être recyclée dans les chaudières. De l'eau douce était stockée dans de grands réservoirs ici. Cette eau pouvait être utilisée comme eau potable dans tout le navire. Voici la salle des machines électriques. Il y a 4 moteurs électriques qui utilisent la vapeur pour produire de l'électricité pour l'ensemble du navire. Il y avait également 2 moteurs de secours derrière.
La nuit où le Titanic a coulé, cette partie du navire n'a pris l'eau qu'à la toute fin. Les électriciens ont fait tourner ses moteurs aussi longtemps que possible pour que les lumières restent allumées. De vrais héros. Le Titanic disposait d'un système de 15 cloisons étanches, soit 16 compartiments étanches. Si le navire était endommagé et que l'eau commençait à remplir l'un de ses compartiments, elle ne devait pas se déverser dans les autres, ou du moins en théorie. Les cloisons étanches séparent les ponts inférieurs du Titanic. Par exemple, il y a des cloisons étanches entre chaque soute à charbon, mais les membres de l'équipage doivent pouvoir traverser ces cloisons. C'est pourquoi ils utilisaient des portes étanches. Normalement, elles restaient ouvertes, mais en cas d'urgence, elles pouvaient être fermées en quelques secondes. Ces compartiments étanches étaient censés rendre le navire insubmersible. Mais lorsque le Titanic a heurté l'iceberg, celui-ci a raclé le côté tribord du navire. De nombreux compartiments avant ont commencé à être inondés. C'en était trop et le Titanic était condamné à couler. Je m'appelle Jared, je crée des animations en 3D pour montrer